Je pense que c'est vraiment honteux ce qui se passe, c'est la honte. Le Rwanda a dit qu'il n'avait aucun lien avec M23, avec le M23, ce mouvement rebelle. Mais là, on voit que le Rwanda intervient. Donc il y a déjà un problème. Moi je crois, pour moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher à une population, à un peuple, de se défendre ou bien de protéger son patrimoine. Comme là, on parle du territoire. La territorialité, c'est important pour nous parce que ça représente un espace de vie pour tout le monde. Je pense que, comme nous a fait remarquer l'honorable Nzingi Pululu, je pense que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une gabegie financière incroyable ici. Il y a des pertes dans tous les secteurs. Beaucoup d'argent sont pris par des personnes. Et ces personnes-là ne sont pas rentables pour notre pays. Il faut que ça cesse. Sinon, un jour, il arriverait que les gens soient fatigués. Le peuple sera fatigué et ils pourront aller par d'autres méthodes. Or, la violence, ce n'est pas la solution. Pour moi, je considère que les Kuluna, ou que ce soit les enfants de la rue, les Chégués, sont le produit, le résultat de notre gestion de la cité, de la chose publique. En termes d'éducation, nous avons empêché ces enfants-là d'avoir accès à une éducation. Donc, ils se sont créés leur propre monde, ils vivent selon leurs propres normes. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi leur donner du travail. Ils n'ont pas de travail. Vous savez, en français, on dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc, ils cherchent la facilité. Ils se disent « pourquoi on ne peut pas aussi, nous, par la brutalité, pouvoir arracher les choses, vivre aussi ». Donc, aujourd'hui, ça passe par la rééducation des masses. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine International Press Meet. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de ce programme. Ce soir, nous allons parler de ce qui se passe à travers nos communautés. Qu'est-ce qui se passe à travers nos États? Comment nous réfléchissons? Comment nous abordons certaines réalité. Et pour en parler, nous avons l'immense honneur d'aller à Kinshasa, rencontrer un serviteur de Dieu, rencontrer un intellectuel, rencontrer un penseur. Et ce penseur, avec lui, nous allons échanger et comprendre de quoi il s'agit. Nous allons aller échanger avec Papa Christophe Kisolo Kele, qui nous reçoit dans sa résidence. Papa, lorsque nous remarquons la majorité de coups d'État, la majorité de conflits entre États, et ça ne va pas, ainsi de suite, pouvons-nous dire que, Papa, c'est la démocratie africaine qui a échoué, c'est l'homme politique africain qui a échoué, c'est la population africaine qui n'est pas assez mature, ou bien c'est le militaire africain qui veut aussi s'accaparer du pouvoir. Papa, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est vrai qu'il y a une forme de recrudescence pour les coups d'État dans certains pays africains. Est-ce la faute de la démocratie qui a échoué? Je pense pour moi que c'est un processus plutôt. C'est un processus qui prend du temps à se mettre en place. Quand nous regardons les vieilles démocraties comme l'Europe, comme l'Amérique, ça leur a pris beaucoup de temps pour que cette démocratie puisse s'installer. Et aujourd'hui, je crois que ce sont les balbutiements d'un nouvel ère. Donc on va entrer dans un ère peut-être purement démocratique, mais c'est les soubresauts parce que nous sommes encore des jeunes démocraties. Donc je pense que c'est un peu normal qu'il y ait des soubresauts
dans la mise en place de cette démocratie-là. Je ne pense pas que ce soit autre chose. Papa, grâce à la crise ukrainienne, l'homme africain se rend compte que le monde est aujourd'hui divisé en deux blocs. Vous avez le bloc de ceux qui soutiennent l'Ukraine, qui comprend l'Union européenne, l'Amérique, donc à savoir les États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, vous avez la Russie et ses alliés. La guerre en Ukraine a débuté après celle des troubles, des crises multiformes en Afrique. Comment expliquer cela? Même lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, nous avons senti ça. Papa, est-ce que les crises africaines ne sont pas suffisamment crises? Pourquoi il y a plus de regard vers l'Ukraine que vers les problèmes qui touchent les pays africains et les Africains? Et je pense que les deux blocs, déjà, c'est vrai qu'il y a un bloc occidental et un bloc composé des pays qui sont de l'Asie, hein, de l'Eurasie et puis un peu d'Afrique et de l'Amérique du Sud. C'est comme, comment dire, deux visions du monde, de la gestion du monde qui s'affrontent. Et dans ces deux visions-là, nous avons l'Occident d'une part et nous avons les autres pays de l'autre part. Par exemple, le pays du BRICS, qui comprend le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine et puis plus l'Afrique du Sud. C'est eux qui composent ce bloc-là. Ils sont en train d'émettre des revendications par rapport à la gestion du monde. Et je pense que c'est vrai qu'il y a quand même des tiraillements, il y a beaucoup d'épreuves de force et il faut dire que les Occidentaux, pendant longtemps, ils ont géré le monde par rapport à leurs propres intérêts au détriment des populations. Je pense que c'est ça qui crée ce mouvement-là de contestation. Mais en ce qui nous concerne, nous particulièrement l'Afrique, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on n'a pas vu les deux blocs s'émouvoir quand il s'agissait de nos morts, de nos guerres, la famille. Ils n'ont pas bougé. Donc ça veut dire une chose. Ça veut simplement dire qu'ils se battent pour leurs intérêts. Ils ne se battent pas pour nos intérêts. Donc nous, on doit se positionner intelligemment. Face à ces deux mastodontes qui sont en train de s'affronter, nous, on doit se positionner intelligemment, c'est-à-dire ne pas appuyer les uns, ne pas appuyer les autres, rester au milieu. Je pense que l'Afrique peut jouer un rôle majeur, un rôle d'arbitre face à ce conflit-là et en tirer un maximum de profit. Si on sait jouer intelligemment, l'Afrique va tirer des bénéfices par rapport à cette guerre qui est en train de se passer en fait entre le bloc occidental et le reste du monde. Est-ce que l'Afrique devrait-elle prendre cause et effet pour l'un des blocs, soit pour l'Ukraine et ses alliés, ou la Russie et ses alliés? Papa Christophe. Non, je dis, comme on dit, on doit jouer intelligemment. Soyons l'arbre au milieu du village. Donc pour moi, ça serait beaucoup plus intelligent que nous ne prenions pas position. Pour moi, je pense que ça serait beaucoup plus intelligent qu'on reste neutre. Hein, comme ça nous permet qu'on reste la référence pour tout le monde, que tout le monde vienne vers chez nous pour qu'on puisse trouver une solution. L'Afrique aujourd'hui représente un formidable pari économique. Ça veut dire que nous avons beaucoup de richesses, nous contrôlons beaucoup de secteurs. Quand on parle de l'environnement, on parle de l'Afrique. D'ailleurs, on parle du bassin du Congo. Aujourd'hui, pour l'environnement, l'Afrique, c'est primordial. Voilà, donc nous représentons, il y a des valeurs que nous portons. Nous représentons
des intérêts qui sont énormes et qui sont clairs. Aujourd'hui, ne jouons pas le jeu. Ne jouons pas le jeu de l'alignement, parce que nous nous sommes alignés dans le bloc occidental avec le capitalisme depuis pratiquement notre indépendance. Est-ce que nous en avons tiré des bénéfices concrets? Non. Ça ne nous a pas donné quelque chose. Nous sommes à la traîne, nous sommes parmi les pays les plus pauvres, et pourtant avec une potentialité élevée. Donc moi je pense qu'on doit rester neutre. On doit rester l'arbre au milieu du village, et c'est nous qui allons apporter des solutions de paix, d'entente, de calme pour le futur monde qui est en train de se dessiner. Papa, terminons cette question de crise. La RDC est en train de mener des offensifs au nord Kivu, à l'est de la RDC. Luttant contre les M23, luttant contre la mauvaise foi des voisins de la RDC, à l'occurrence le Rwanda. Quelle est votre analyse par rapport à la situation? Quelle doit être l'attitude de la RDC? Je pense que c'est vraiment honteux ce qui se passe, c'est la honte. Le Rwanda a dit qu'il n'avait aucun lien avec M23, avec le M23, ce mouvement rebelle. Mais là, on voit que le Rwanda intervient. Donc il y a déjà un problème. Moi je crois, je pense qu'on ne peut pas empêcher à une population, à un peuple, de se défendre ou bien de protéger son patrimoine. Comme là, on parle du territoire. La territorialité, c'est important pour nous, parce que ça représente un espace de vie pour tout le monde. Et je pense que le Rwanda n'est pas en position de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de protéger ou de récupérer la partie de cette parcelle qui nous est commune. Je crois aujourd'hui plutôt c'est le Rwanda, particulièrement les Tutsis du Rwanda, qui doivent revoir leur position, parce que nous avons vécu des années avec eux. On vit avec eux ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à travers le pays. Partout où ils allaient, personne ne leur faisait de mal, personne ne leur demandait des comptes. Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sont nos frères. Donc on partageait l'espace ensemble. On a vu, il y avait des Tutsis qui étaient des hauts responsables dans notre pays. Personne ne leur a demandé des comptes. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons considéré que nous sommes dans un grand espace et que nous pouvons tous profiter de cet espace-là. C'est pourquoi que ce soit les Rwandais, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis qui venaient ici, nous les accueillons très bien dans le cadre du CPGL, qui était l'organisation avant qui gérait la communauté des pays des Grands Lacs. On les accueillait ici, on était à l'université ensemble. Quand ils terminaient, il y en a un qui restait ici, qui s'installait, qui prenait la nationalité zaïroise de l'époque, et nous avons toujours partagé cet espace-là en bonne entente, en famille. Il n'a jamais été question qu'on leur demande et qu'on les chasse, qu'on les maltraite, pas du tout. Mais pourquoi ça arrive aujourd'hui? C'est parce que justement, la forme de relation a changé. Notre relation a changé de forme. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une position des personnes qu'on veut dominer. Or, nous sommes un peuple, on peut pas oublier, on ne peut pas se laisser faire, on ne va pas se laisser faire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt au peuple rwandais de revenir sur les bonnes intentions et qu'on essaye de recoudre, parce que c'est l'Afrique au fond qui est perdante dans cette guerre-là, parce que nous nous tuons entre nous. Les Rwandais qui attaquent les Congolais, ils tuent les Congolais, et quand le Congo réplique aux gentils des Rwandais, voilà, et le cycle devient infernal, pas au bénéfice de l'Afrique, du peuple noir, mais c'est au bénéfice des Occidentaux qui veulent que cette Afrique reste sous-développée et que cette Afrique reste un champ de bataille pour que les oiseaux de mauvais augure viennent faire leur travail. Donc, vraiment pour moi, le peuple rwandais doit revoir, qu'ils parlent à leur président, à leur chef de l'État, qui est Monsieur Paul Kagame, qui lui disent qu'ils ne veulent pas de cette guerre, parce que nous avons toujours vécu en très bonne attente.
Et c'est la guerre qui est en train de modifier ces rapports-là. Et ce n'est pas important. Papa, nous sommes en train d'échanger avec vous. Nous avons constaté depuis le début de la crise en Ukraine que l'économie mondiale et financière a été vraiment frappée. L'économie congolaise déjà affaiblie par beaucoup de raisons. Et cette crise vient ajouter encore des difficultés dans le panier de la ménagère congolaise. Comment pouvez-vous proposer, comme l'a fait Joseph en Égypte devant Pharaon, que doit mener le gouvernement congolais comme action? Et surtout, quelle est cette démarche auprès de la population congolaise? Papa Christophe Kisolo Kele. Bon, là c'est... là je pense que c'est vrai que la crise due à la guerre en Ukraine affecte le monde entier, mais moi je crois que c'est possible qu'on apporte des solutions adaptées à nous, à notre culture. Par exemple, il faut que l'État, le gouvernement finance massivement les secteurs agricoles, qu'on nous donne, qu'on fasse des plans, parce que nous avons des terres arables, nous avons de l'espace, nous pouvons cultiver nos terres et nous nourrir nous-mêmes. On peut même nourrir le monde. Alors que le gouvernement, que l'État s'organise pour prioriser, pour privilégier le secteur de l'agriculture et de la petite industrie. Je pense que parce qu'aujourd'hui, pourquoi on pleure l'Ukraine? L'Ukraine, on est en train de se plaindre particulièrement de l'Ukraine par rapport aux céréales. Il y a le blé, il y a le marché du blé qui est affecté, et puis il y a d'autres céréales peut-être, majoritairement. Mais est-ce que nous ne pouvons pas planter nos propres céréales ici? À Lubumbashi, on a fait l'expérience de la céréale de blé. Ça poussait. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. On peut. C'est les politiques. Il faut qu'on se décide de mettre en avant des politiques assez dynamiques pour revigorer le secteur de l'agriculture ou de l'agro-industrie. Il faut qu'on priorise ça parce que comme ça, on n'aura pas faim. C'est aussi simple que ça. Et pour ce qui se passe dans le monde, notre pays, à part le programme qu'on peut faire, il faut aussi évidemment que ces programmes-là soient accompagnés. Parce que le gros problème ici avec les responsables, avec nos autorités, généralement, beaucoup de gens font passer les intérêts privés, les intérêts personnels, avant les intérêts communautaires. Et c'est ça le drame. On peut faire un beau plan, on peut élaborer un très bon plan. Mais si c'est confié à des personnes malhonnêtes, à des personnes qui n'ont pas la culture communautaire, eh ben, les résultats seront les mêmes. Ils vont dilapider cet argent-là qui est destiné à l'agriculture pour en faire autre chose. Aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit le président de la République qui est le garant de la nation, qui mette des équipes, des vraies équipes sérieuses, qui les mettent en place pour qu'on commence à contrôler un peu il y a une gabegie financière incroyable dans ce pays. Et c'est à cause de ça que le peuple est en train de souffrir. Et c'est pourquoi vous parlez du panier de la ménagère. Le panier de la ménagère ne peut pas ressentir un bien-être, un bienfait, tant que nous aurons des requins qui seront à la tête des institutions. Il faut que ça change aujourd'hui, sinon on continuera à subir les effets de ce qui se passe loin ailleurs. Tout le monde compte sur le Congo en termes de terres arables pour planter, pour créer la grande... On dit même que le Congo aujourd'hui est capable de nourrir pratiquement 30 ou 40% de l'humanité, juste le Congo. Alors si on meurt de faim, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Papa Christophe Kisolo Kele, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics est l'un des chevals de bataille du président de la République en RDC, Félix Tshisekedi. Nous avons suivi dans les médias lorsque le député Singhi Pouloulou s'insurgeait contre certaines pratiques de détournement dans les entreprises de l'État. Et nous avons aussi constaté cette alerte tirée par les structures de la société civile. Papa, qu'est-ce que l'on doit mener
comme action pour réduire sensiblement cette pratique qui appauvrit la société congolaise, qui appauvrit la population? Papa Christophe Kisolo Kele. Je pense que, comme nous a fait remarquer l'honorable Ntingi Pouloulou, je pense que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une gabegie financière incroyable ici. Il y a des pertes dans tous les secteurs. Beaucoup d'argent sont pris par des personnes. Et ces personnes-là ne sont pas rentables pour notre pays. Il faut que ça cesse. Sinon, un jour, il arriverait que les gens soient fatigués. Le peuple sera fatigué et ils pourront aller par d'autres méthodes. Or, la violence n'est pas la solution. Aujourd'hui, il faut que cette prise de conscience se fasse. Et pour ça, je pense qu'on doit renforcer non seulement l'IGF, comme il existe, on doit renforcer la Cour des comptes, on doit renforcer aussi pour moi, ça passe par l'éducation. On doit éduquer le peuple pour que le peuple sente, pour que le peuple sache qu'est-ce qu'un vol peut produire, le résultat d'un vol par rapport à la population. Quand on vole un programme, qu'est-ce que ça donne à la population? S'ils commencent à connaître ça, ils auront beaucoup plus de revendications vis-à-vis des personnes qui nous dirigent. Et ces revendications-là, les personnes qui auront peur de ne pas les exécuter, de peur que... Voilà, il faut que le président renforce encore. L'IGF, c'est déjà bon. La Cour de compte, c'est bon, mais il faut qu'il y ait encore beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de vérification, parce que la gangrène, elle est là. Le système est gangréné depuis des années. C'est difficile que le président vienne en 3-4 ans changer tout ça. C'est un travail de longue haleine. Ça passe par l'éducation, par la répression et par le contrôle. Hein? Quelqu'un qu'on contrôle, ça veut dire qu'on l'empêche de faire du mal. Mais quelqu'un qu'on ne contrôle pas, c'est une porte ouverte pour que la personne puisse mal se conduire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape où il faut vraiment multiplier ces structures de contrôle et mettre aussi une autre autorité sur ces structures de contrôle pour que chacun contrôle l'autre. Mais on doit passer par l'éducation. On doit éduquer la masse et on doit éduquer les autorités aussi. Quelqu'un qui va en politique, qui va dans la gestion de la cité, il doit comprendre qu'on ne va pas là comme étant commerçant, mais on va là comme on va dans la prêtrise, on va en sacerdoce, on va pour se sacrifier et non pour gagner. Il faut qu'il commence à incorporer ça, sinon on n'aura que des koulounas en costume, en cravate. Hein. C'est pas différent des koulounas qui nous attaquent avec les machettes. Eux, c'est pareil. Eux, ils n'ont pas de machettes. Hein, eux, ils n'ont pas des machettes, ils utilisent le pouvoir et l'argent pour faire mal au peuple, mais le résultat est le même. Le peuple meurt. Aujourd'hui, les gens ne savent pas se faire soigner, ils ne savent pas envoyer les enfants à l'école, on ne peut même pas payer les loyers. C'est à cause de ça, à cause de ces koulounas administratifs. C'est eux qui créent ça. Et il faut que ça change, il faut qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Et la justice, il faut que la justice aussi soit bien lue, ou bien appliqué dans ce pays. Parce que ce soit dans le corps des magistrats, des juges, il y a trop d'injustice. Il faut aussi qu'on fasse un gros travail par rapport à eux. C'est eux qui rendent la loi. Et quand la loi n'est pas rendue dans un pays, tout le système s'effondre. Il n'y a plus d'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qui reste à la place? C'est la violence, c'est l'incompréhension. Et les koulounas, c'est les enfants de ce manque d'espoir aujourd'hui. Nous parlons de koulounas. Est-ce qu'on parle de Chegué? Les Chegué, c'est la 40e génération. C'est 3 générations de Chegué dans les rues. Ces gens-là, qu'est-ce que vous en faites? Et vous imaginez que ces gens-là deviennent des responsables demain. Qu'est-ce que vous attendez que ce pays puisse bénéficier de ces gens, de ce type de personnages? Il y a tout un travail à faire et ce travail-là vraiment commence par le renforcement de tous les services qui sont là pour gérer les fonds, parce que le gros problème, c'est ça. On n'est pas... C'est scandale sur scandale et ça fait mal. Et les résultats, c'est directement sur la population. On manque de quoi manger, on manque de quoi survivre. Et c'est très grave. Voilà. Donc moi, je pense que ça passe par là. On doit renforcer le contrôle
des dépenses publiques. Les gens qui gèrent l'argent du peuple, l'argent du pays, doivent être suivis et sanctionnés s'il y a une malversation. C'est très important. Papa, vous œuvrez plus surtout dans l'autonomisation de la jeunesse, la prise en charge de la jeunesse. Le phénomène Kuluna Kinshasa, en République du Congo, prend des proportions inquiétantes. Il y a une vidéo que nous avons suivie sur les réseaux sociaux où un jeune à Montbelé a été atteint par une balle parce qu'il voulait intimider ou agresser un policier. Papa, quelles sont les pistes de solutions pour endiguer ces phénomènes qui se généralisent à tout âge? Donc, même ces jeunes qui sont enfants, ça donne à cet acte. Papa Christophe, selon vous, quelle est la piste de solution? Pour moi, je considère que les Kuluna, ou que ce soit les enfants de la rue, les Chégués, sont le produit, le résultat de notre gestion de la cité, de la chose publique. En termes d'éducation, nous avons empêché ces enfants-là d'avoir accès à une éducation. Donc, ils se sont créés leur propre monde, ils vivent selon leurs propres normes. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi leur donner du travail. Ils n'ont pas de travail. Vous savez, en français, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, ils cherchent la facilité. Ils se disent, pourquoi on ne peut pas aussi, nous, par la brutalité, pouvoir arracher les choses, vivre aussi. Donc, aujourd'hui, ça passe par la rééducation des masses et pour ça, on a besoin de tous les acteurs, que ce soit les acteurs communautaires, que ce soit dans les rues, dans les quartiers. Si on remet le pouvoir, hein, on remet, parce que nous sommes une communauté africaine, nous vivons avec nos principes et nous savons que l'aîné a un pouvoir sur le plus jeune. Si on remet le pouvoir aux aînés dans les rues, dans les quartiers, dans les communes, je pense qu'il y aura déjà quelque chose de différent qui va commencer à se passer. Et surtout, améliorons le climat économique, le climat des affaires. Comme ça, ça permettra aux gens de travailler. Tous ces gens-là, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Les Kuluna que nous avons envoyés à Kamouenaka, c'est là-bas, quand ils apprennent des choses là-bas, quand ils reviennent, ce n'est plus les mêmes personnes. C'est des gens qui peuvent participer activement, qui deviennent des maçons, des menuisiers, des charpentiers. Donc, ça leur donne la possibilité de vivre. Quelqu'un qui a la possibilité de gagner son argent honnêtement ne va pas préférer aller gagner ça malhonnêtement avec le risque qu'on se fasse tuer, comme le jeune sur qui le policier a tiré. C'est parce que les policiers se sentent en insécurité, c'est pourquoi il a tiré. Alors, pour que ça change, il faut que cette population-là, ces jeunes-là soient canalisés. On doit les éduquer, leur donner la possibilité d'espérer en un avenir meilleur. Ça, c'est le résultat du désespoir qui fait ça. Il faut changer les choses par l'éducation, changer les choses par le travail et changer les choses par l'amélioration de l'environnement, de notre vie au quotidien. Les pistes, il y en a. Qu'on commence d'abord par arrêter tous ceux qui volent l'argent de l'État et que cet argent-là aille. Pourquoi on ne peut pas engager des sportifs, des gens qui ont une certaine renommée, qu'on craint dans le quartier? Pourquoi l'État ne va pas les engager? Ça a été d'ailleurs une proposition, si je ne me trompe pas, de l'honorable Ntsingi Pouloulou, je pense, pour les chefs de rue. Pourquoi on ne met pas ce système de chefs de rue? Les chefs de rue vont devenir comme les grands frères qui surveillent, qui encadrent les jeunes, qui les empêchent de faire du mal. Mais ça ne suffit pas. Il faut après les prendre, ces jeunes-là, les éduquer. On doit les rééduquer. On parle de la faim, on a besoin d'agriculture. Prenons les jeunes, on va les emmener, on fait des projets pour qu'ils puissent se verser dans l'agriculture. Ils vont cultiver. Entre-temps, on forme. Peut-être avec la gratuité de l'éducation, ça va essayer un peu d'estomper ou d'arrêter un peu ce système. Mais on doit insister pour que cette gratuité soit effective, qui est vraiment la gratuité pour que tous les parents envoient les enfants à l'école et non se débarrassent parce qu'il y a des parents qui sont irresponsables, qui se sont débarrassés des enfants parce qu'ils n'arrivaient plus à assumer leurs charges aux parents et ils ont envoyé ces enfants dans la rue. Et c'est le résultat de ça aussi. Donc c'est tout un travail qui doit être fait collectivement. Nous sommes des communautés parce que ces enfants qui nous attaquent, ce sont nos propres enfants. Ce n'est pas des étrangers, ce sont nos propres enfants. Et aujourd'hui, il faut que ce travail se fasse pour qu'on puisse leur donner, leur donner l'espoir que demain, ça peut être meilleur qu'aujourd'hui pour eux. Nous restons toujours dans les réseaux sociaux, Papa Christophe. Cette fois-ci,
Nous avons remarqué aussi une vidéo sur les réseaux sociaux où des jeunes gens appartenant peut-être à l'église kimbanguiste en train d'exécuter des chorégraphies. Quelle est la symbolique de cette chorégraphie souvent que nous retrouvons dans les cérémonies kimbanguistes? Vraiment, nous avons aimé cette chorégraphie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle est la symbolique de cette chorégraphie, Papa Christophe Kisolo? En fait, dans la culture kimbanguiste, nous avons cette partie que nous appelons le défilé. C'est une façon à nous comment dire, de montrer notre attachement au Seigneur, comme le font d'autres personnes aussi. Nous, c'est notre façon à nous de montrer notre joie, notre effervescence, pour montrer ça à Dieu, pour montrer notre attachement à l'Église. Donc, c'est marcher sur le son de la fanfare. C'est un peu ça, ça fait partie de la culture kimbanguiste. Donc le défilé, c'est ce qu'on appelle le défilé. Ça a été, c'est fait pour magnifier Dieu, pour lui montrer notre attachement. Et en même temps, c'est vraiment c'est le moment où tout le monde est en extase, on défile, on est content, on chante. Tout ça, ça fait partie de la culture kimbanguiste. Et ce que vous avez vu, c'est juste des pas de défilé qui sont exécutés par nos enfants. Et c'est vraiment intrinsèque à nous. Ça fait partie de notre culture. Papa Christophe, en tant qu'homme d'église, pensez-vous que l'église congolaise devrait rechercher le pardon du peuple congolais pour les méfaits, les dérapages, pour les mauvaises actions commises par certains de ses représentants? Est-ce que faudrait-il que l'État puisse canaliser les églises en RDC comme cela s'est fait dans d'autres pays, dans d'autres cieux? Êtes-vous du même avis ou bien vous avez une autre approche à nous partager? Papa Christophe Kisolo, quel est là? Nous parlons maintenant à l'homme d'église que vous êtes. Je pense que l'église doit jouer un double rôle. L'église doit être un instrument d'accompagnement psychologique. Donc, pour essayer un peu d'atténuer un mal psychologique ou quelque chose qui ne peut rendre une personne perdue, l'Église est là pour compenser. L'Église est là pour accompagner, pour que cette personne ne tombe pas en dépression ou bien ne pose pas des actes irrépressibles. Donc, dans ce rôle-là, l'Église est appelée à faire ça. Mais à part ce rôle, il y a un autre rôle qui est un rôle social. L'Église doit venir aussi apporter, donner aux gens qui vont là-dedans la possibilité de travailler, de créer, de devenir aussi autonome, de créer la richesse, donc par le travail. Donc c'est important que nous soulignions ces deux rôles-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains leaders qui se sont mal comportés. Est-ce que l'Église doit demander pardon au peuple? Je pense que ce sont ces leaders-là qui doivent demander pardon. Personnellement, ils doivent demander, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait mal non plus. Il y a d'autres personnes qui se comportent, qui se conduisent bien et qui encadrent les enfants de Dieu, qui encadrent le peuple et en même temps les enseignent aussi la philosophie ou la philosophie du travail, ou l'évangile du travail bien fait, de l'effort. Donc quelqu'un doit travailler. Le chant, c'est là qu'au Pamba en religion ne doit pas exister. On doit se battre pour que l'homme, que le chrétien, que ce soit le musulman, n'importe qui est sur cet espace, puisse d'abord doit comprendre les vertus du travail. Et pour ça, l'Église doit jouer ce rôle-là. Pour ceux qui se sont méconduits, c'est à eux de demander pardon à leur communauté, demander pardon au peuple. Mais c'est individuel, chacun. Pas toute l'Église qui doit demander pardon. Et l'État aussi a un rôle à jouer dans l'Église pour que certaines déviations que nous sommes en train de voir, certains extrémismes que nous sommes en train de voir ne puissent plus être. Pourquoi? Parce que l'équilibre social, l'équilibre de la communauté, l'équilibre communautaire dépend parfois des relations entre les personnes. Et maintenant, si ces relations-là sont biaisées
à cause d'un mauvais enseignement, c'est des frustrations et ça peut nous conduire à des situations catastrophiques. Ce que nous vivons dans le Grand Bandundu avec les tueries qu'il y a là-bas entre le peuple Téké et le peuple Yaka, ça doit être des signaux très forts pour montrer que voilà, l'Église a échoué. Parce qu'on peut pas, on laisse les ethnies avec lesquelles on a vécu depuis des centaines d'années et tout. Aujourd'hui, ils sont incapables, on les laisse à eux-mêmes, ils sont incapables de vivre ensemble. L'Église a échoué pour ça. C'est pourquoi l'État doit mettre l'accent, doit surveiller certaines églises pour que le vrai message, comme je l'ai dit, le message d'émancipation spirituelle ou psychologique, et puis le message d'émancipation sociale, que les gens travaillent pour devenir riches, pour que les gens travaillent pour devenir utiles à la grande communauté ou à la société. Donc c'est ça ce que moi je peux dire. Papa Christophe, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Un mot sur le Congo central, votre chère contrée, et qu'est-ce que vous pensez du nouveau gouverneur? Est-ce que pour le Congo central, on peut espérer, parce que l'espoir est permis? Qu'est-ce que vous en pensez, Papa Christophe Kisolo-Kelly? Je suppose que le nouveau gouverneur, Guy Bandou, est en train de travailler, de se battre pour ce travail. C'est pour ça qu'il a été élu, je suppose, hein, pour qu'il puisse apporter quelque chose de nouveau. Nous, on pense qu'il peut se battre, il peut apporter quelque chose, un regard peut-être différent, un regard nouveau par rapport à ça. Je pense qu'il est capable de le faire. Nous l'encourageons pour que ça puisse se faire. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y ait du changement? Je pense que là, on se dit, il y a toujours de l'espoir. On essaie de mettre des choses en place, il essaie de se battre, de mettre des choses en place pour que, justement, le développement puisse arriver. Et nous l'encourageons pour ça. Et nous espérons que demain, ce développement viendra pour le Congo central. Et s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, ça se renouvelle. Hein. Peut-être qu'on repartira sur de nouvelles bases. Et puis c'est bon. Mais en tout cas, nous l'encourageons. Il essaie de faire des choses, il essaie de faire bouger les choses. Nous l'encourageons à aller dans le bon sens pour qu'effectivement, il y ait une amélioration dans le quotidien du Mukongo. Papa Christophe, terminons ce magazine avec la fondation qui porte le nom de votre père, Papa Charles Kisolo-Kelly. Vous êtes Christophe Kisolo-Kelly. Les réalisations sur le terrain, si vous pouvez nous en dire, quelles sont les perspectives par rapport à la fondation Charles Kisolo-Kelly? C'est sûr que notre objectif, qui est derrière notre devise est « Je m'aide en aidant les autres ». Donc derrière cette devise-là, c'est toute la philosophie. Nous ne travaillons que dans un seul objectif, c'est celui d'amarrer la population, les contrées, les communautés. C'est vraiment de les amarrer dans le bon port. Là où c'est possible de rêver, c'est possible de créer, c'est possible d'avancer, de faire avancer les choses. Donc la Fondation reste dans cette philosophie-là. Nous travaillons dans plusieurs domaines. Hein, ça va de la construction, de l'accompagnement, du conseil même. Hein, on conseille même les responsables, que ce soit au niveau des provinces et tout, que ce soit les gouverneurs et tout. Nous essayons d'amener une expertise. Nous sommes dans les grands projets comme la construction de la morgue. On veut construire une grande morgue à Madimba, c'est déjà en cours. Je pense que dans les prochains jours, peut-être qu'une équipe ira pour filmer un peu, voir un peu comment ça évolue. Nous construisons ça. Nous sommes en train de construire une clinique à lui, là. Tout ça, c'est dans le Congo central. Mais à côté de ça, nous avons lancé un grand projet à Kisangani pour construire un mémorial par rapport à tous les morts qu'il y a eu en 2000.
en l'an 2000, quand les Rwandais et les Ougandais se sont battus, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas honoré nos morts. Alors on veut créer un mémorial qui va permettre à toute la population de pouvoir arriver, de se remémorer le sacrifice de ces personnes-là qui sont mortes gratuitement à cause d'une guerre étrangère, et remettre ça un peu d'aplomb. Et puis nous avons un grand projet aussi pour l'assainissement de la ville de Kisangani avec des toilettes publiques et puis la construction d'une école moderne. Ça c'est déjà en cours d'étude, hein. C'est dans les mains de nos ingénieurs qui sont en train de travailler pour qu'on puisse lancer ces projets-là. Papa Christophe, merci beaucoup de nous avoir reçus. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Déjà, nous saluons tous nos téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre, qui nous ont écoutés. Nous les saluons et nous leur envoyons des bénédictions. Hein, nous leur envoyons des bénédictions et puis nous disons simplement que la flamme, le feu qui brûle dans chaque Congolais par rapport au développement de notre pays, par rapport à tout ce qui se passe, il faut que cette flamme-là reste allumée. Il faut que le peuple congolais puisse se lever ensemble, qu'on se batte pour ce pays, qu'on ne laisse plus personne venir nous dicter ce qu'on doit faire, qu'on ne laisse plus personne décider de notre avenir, que nous nous mettons tous ensemble. C'est quand nous sommes ensemble que nous sommes forts. Quand on est divisé, là on est faible. Qu'on se mette nous tous ensemble et puis que cette conscience de la chose publique revienne, parce que c'est en train de détruire le tissu économique de notre pays, c'est en train de détruire le tissu social de notre pays, que cette conscience puisse revenir à chacun de nous, que ce soit les responsables, que ce soit le peuple, le citoyen lambda qui est dans son avenue, qui prend un sachet ou une bouteille vide, qui jette ça dans la rue, qui prend son eau usé, qui jette dans la rue, après lui-même se plaint qu'il y ait beaucoup de moustiques. En fait, c'est cette conscience, cette prise de conscience collective qu'on doit essayer d'implémenter dans chacun de Congolais pour que notre pays puisse avoir l'espoir des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent. Nous sommes pour ça, nous voulons la paix pour l'espace Congo, nous voulons la paix dans chaque Congolais et nous voulons son développement intégral. Nous voulons que, en l'instar de Papa Simon Kimbangu qui s'est sacrifié pour la cause de l'homme noir, nous voulons aussi qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à se sacrifier pour ça. Ils se disent que oui, on préfère mourir, on préfère souffrir, mais que le Congo, le Congolais devienne réellement indépendant. Je crois que c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Papa Christophe Kisoloke parce que vous nous avez reçus. Très chers téléspectateurs, nous étions en connexion avec Kinshasa. Nous étions à la résidence de Papa Christophe Kisoloke. Et merci pour cet honneur qu'il nous a accordé en recevant notre équipe. Merci à Benoît qui a assuré la coordination de ce programme entre Kinshasa et Dallas. De partout, vous avez suivi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Je pense que c'est vraiment honteux ce qui se passe, c'est la honte. Le Rwanda a dit qu'il n'avait aucun lien avec M23, avec le M23, ce mouvement rebelle. Mais là, on voit que le Rwanda intervient. Donc il y a déjà un problème. Moi je crois, pour moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher à une population, à un peuple, de se défendre ou bien de protéger son patrimoine. Comme là, on parle du territoire. La territorialité, c'est important pour nous parce que ça représente un espace de vie pour tout le monde. Je pense que, comme nous a fait remarquer l'honorable Ntingi Pouloulou, je pense que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une gabegie financière incroyable ici. Il y a des pertes dans tous les secteurs. Beaucoup d'argent sont pris par des personnes. Et ces personnes-là ne sont pas rentables pour notre pays. Il faut que ça cesse. Sinon, un jour, il arriverait que les gens soient fatigués. Le peuple sera fatigué et ils pourront aller par d'autres méthodes. Or, la violence, ce n'est pas la solution. Pour moi, je considère que les Kuluna, ou que ce soit les enfants de la rue, les Chégués, sont le produit, le résultat de notre gestion de la cité, de la chose publique.
En termes d'éducation, nous avons empêché ces enfants-là d'avoir accès à une éducation. Donc, ils se sont créés leur propre monde, ils vivent selon leurs propres normes. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi leur donner du travail. Ils n'ont pas de travail. Vous savez, en français, on dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc, ils cherchent la facilité. Ils se disent « pourquoi on ne peut pas aussi, nous, par la brutalité, pouvoir arracher les choses, vivre aussi ». Donc, aujourd'hui, ça passe par la rééducation des masses